Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir. Sujet pluridimensionnel difficile à cerner, le vaudou est une pratique culturelle et séculaire au Bénin. On peut en parler sous plusieurs aspects. Dans la présente émission, nous allons nous intéresser aux apparats vestimentaires de certaines divinités vaudou. Ces apparats ont un symbole, un sens et surtout véhiculent un message. On ne peut connaître le vaudou sans évoquer ces aspects qui caractérisent cette pratique ancestrale. Avec Socrate Tobada, nous allons parler de certains de ces apparats vestimentaires. Il est docteur en communication culturelle. Socrate, bonsoir. Bonjour, bonsoir Amel de Zoukago et bonsoir à nos chers amis téléspectateurs. Comme je le soulignais tout à l'heure, nous allons parler d'apparats vestimentaires du vaudou et je commence déjà par vous demander que peut-on comprendre par apparat vestimentaire du vaudou. Alors, lorsque on parle en termes de vaudou, il faut d'abord savoir que c'est une divinité, ou bien les vaudous sont des divinités, et ces divinités-là doivent s'allier à des êtres humains, mais qui ne sont pas des êtres humains aussi ordinaires que nous autres, parce que ces êtres humains-là sont initiés. Et lorsqu'ils sont initiés, le vaudou est comme leur mari, et eux, ils en sont les adeptes. Et lorsqu'il y a des cérémonies de vaudou que l'on doit organiser, ces vaudous doivent prendre corps à travers leurs adeptes. Et on parle en termes de vaudou-si. Donc les vaudous prennent corps à travers les vaudous-si. Et donc, lorsque le vaudou doit prendre corps à travers son adepte, ce vaudou-là doit avoir un apparat vestimentaire. Donc, en d'autres termes, en termes terre à terre, ce vaudou-là doit avoir un accoutrement qui le caractérise et qui le différencie des autres divinités. On parle des signes distinctifs. Voilà, des signes distinctifs de ce vaudou-là. Donc, c'est cela que nous appelons apparat vestimentaire vaudou. Donc, ce n'est rien d'autre que l'accoutrement, les tenues vestimentaires que tout être humain, tout profane, arrive à voir, à travers lesquels il arrive donc à identifier ce vaudou-là pour dire, par exemple, voici le Sagwata, voici le Nesukwe, voici par exemple un Egungun. Parce que tous sont des vaudous, mais on peut les identifier à travers leurs apparats vestimentaires. Nous avons plusieurs divinités lorsqu'on parle de vaudou. Nous ne pouvons pas parler de toutes les divinités que nous connaissons. Nous n'avons que 26 minutes pour discuter. Donc, nous avons choisi quelques divinités. Nous allons parler en termes de panthéon, puisque au sein de chaque vaudou, il y a plusieurs catégories de vaudou, si vous voulez, et donc plusieurs apparats. Nous allons commencer par les Nesukwe. Quels sont les signes distinctifs des apparats vestimentaires des Nesukwe? Voilà. D'abord, lorsque nous parlons de Nesukwe, c'est-à-dire les Tovodou Nesukwe, ce sont d'abord des divinités qui ont pour quête essentielle l'esthétique, le beau. C'est-à-dire le caractère beau se remarque beaucoup plus chez les Nesukwe. Et on pourrait même dire que lorsque nous prenons les autres divinités, nous allons revenir tout à l'heure sur la divinité Savkata, et qui est aussi un panthéon sur lequel nous allons revenir tout à l'heure. On peut même dire que ce panthéon Savkata, même dans l'évolution, s'est inspiré même du caractère beau, de la beauté tant recherchée par le Nesukwe. Lorsque vous voyez une divinité Nesukwe, lorsqu'on veut vraiment faire une cérémonie de ce côté, par exemple, chaque famille, pour la plupart, dans le Dahomey, à Dahomey, ils le font. Toutes les familles, donc, ils le font. Elles le font de moins. Vous allez remarquer déjà le beau. Déjà, sur le plan donc, de l'odorat, vous allez sentir beaucoup plus de différents types de parfums, d'odeurs. D'odeurs agréables, d'accord, à l'odorat, des senteurs qui sont vraiment très agréables. Quand cette divinité-là passe devant vous, vous allez déjà sentir ça. Ça, c'est un premier élément. L'autre élément, c'est que au sein des Tovodou, on a plusieurs adeptes. On a par exemple les adeptes on a par exemple les Baransi, on a par exemple les Tohosi, donc qui sont adeptes de vaudou Tohosu. On a aussi les Dansi, qui sont adeptes du vaudou Dan liés à Nesukwe. Il y a aussi même les Legbasi, qui sont des Legbasi, mais liés tout à fait à la divinité Nesukwe.
On a les Ranesi, les Bariansi, comme je l'ai dit. On a tous ces élites d'adeptes-là au sein donc de Vodou Nesukwe. Vous voulez dire que tous ceux-là portent des tenues différentes au sein de... Non, pas forcément. Okay, ils ont tous les mêmes tenues, à la seule différence des deux autres qui sont le Dan et le Legba. Le Dan et le Legba, ils peuvent porter ils peuvent avoir les mêmes accoutrements que les autres adeptes de Nesukwe. Mais à la seule différence que eux, ils ont encore beaucoup plus la couleur blanche. Le Dan a beaucoup plus la couleur blanche qui le caractérise dans son accoutrement. Et lorsque vous prenez le Legba, vous allez d'abord voir une sorte de jupe, mais qui n'est pas cousue en paille, qui est cousue plutôt en objet beaucoup plus lié, que je veux dire, ce qu'on appelle généralement en fongbe azan. Okay, vous comprenez? Les pailles ce n'est pas beaucoup plus en tissu, mais c'est beaucoup plus en objet végétal. Ok, d'accord. C'est beaucoup plus en objet végétal. Okay. Et vous allez voir, c'est fait sous forme de jupe, mais qui a une rondeur beaucoup plus grande. Et voilà, donc vous allez les voir être noués donc de cet accoutrement-là. Et en plus de cela, vous allez voir le phallus. C'est-à-dire le phallus qui caractérise le mâle. Le legba, je parle du legba. Oui. Vous allez voir le phallus dans sa main qui caractérise donc le mâle, qui caractérise vraiment, je vais dire, la virilité chez l'homme. Et donc l'adepte a quand même l'adepte a le phallus en main lorsque on est en train de jouer donc la cérémonie, on est en train de faire la cérémonie de ce côté. Donc le phallus est constitutif de l'apparat vestimentaire. De l'apparat vestimentaire. Donc cela a le symbole donc de la virilité chez l'homme. Pour dire oui, voilà, l'homme est toujours viril, le legba. Maintenant, ce qui le caractérise encore sur le plan comportemental, sur scène, c'est que le legba aime beaucoup plus mettre de désordre dans l'ordre. Il est caractérisé par le désordre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand le legba vient en scène, il a un comportement différent des autres adeptes. Pendant que les autres adeptes veulent montrer beaucoup plus de la beauté dans leur danse, montrer comment ils sont beaux, comment est-ce qu'ils sont bien habillés, le legba, à un moment donné, il peut venir en scène et commencer donc par faire des choses qui ne sont pas forcément dans le sens de l'ordre établi par donc le Panthéon. Okay. Voilà. C'est pour ça que généralement, lorsque l'on veut démarrer les cérémonies, on essaie donc de lui faire allégeance. On dit souvent, généralement, en fond, Minaya Valo Legba, avant de commencer donc les cérémonies, on lui fait allégeance d'abord avant de démarrer les choses pour qu'il ne vienne pas mettre tout en désordre, il ne vienne pas tout chambouler. Ouais. Alors après cela, il y a lorsque vous prenez par exemple la divinité Torosu, la divinité Torosu, ce qui le caractérise beaucoup plus, c'est la beauté mais qui le caractérise beaucoup plus. Maintenant, sur toute la lignée, toutes les divinités Nesukwe, dans leurs différentes caractéristiques, ont ce qu'on appelle les jupes dont le bout est sous forme d'escalier. Ils ont les jupes dont le bout est sous forme d'escalier. Et à l'intérieur de cet accoutrement, vous allez sentir une sorte d'épée qui est donc sous forme horizontale. Et vous sentez que c'est un couteau ou bien c'est l'épée. Cela a aussi un symbole. Cela veut dire, ça ne vient pas, lorsque c'est pas une cérémonie de 9 jours par exemple, c'est chaque 3 jours, c'est-à-dire c'est dans un intervalle de 3 jours. Donc, une sorte de 3 fois lors d'une cérémonie de 9 jours que cela arrive. Et on appelle ça généralement en langue fond akpa blabla. Là, vous allez voir les profanes au niveau donc autour de la cérémonie, ceux qui viennent assister, les curieux dire les divinités vont faire akpa blabla. Cela veut dire que ça ne vient pas tous les jours. Et cela montre d'abord comment l'appelle-t-on? Et cela montre en fait c'est pour montrer en fait que en tout et pour tout, il y a que l'on doit pas s'approcher à tout moment donc de ces divinités là. Cela c'est comme ce qu'on dit les Adaïs, c'est-à-dire c'est les noms forts. C'est pour montrer sa force. Il y a donc ces couteaux là qui montrent sa force. En plus de cela, vous allez voir toujours c'est ce qui fait la différence chez les Nesukwe par rapport aux autres divinités en général, c'est que ils ont toujours un petit bâton sur lequel ils s'arc-boutent. Comme quand on voit les sages au village, les sages au village, ils ont un petit bâton sur lequel ils s'arc-boutent. La divinité Nesukwe, tous les adeptes ont toujours ce petit bâton, ce bâton-là.
qu'ils gardent sur scène, même quand ils sont en possession, ils les gardent. Cela montre encore, c'est une façon de dire, voilà, c'est sur cela que nous comptons et voilà notre force. Ne vous approchez pas. Donc, en résumé, lorsque nous parlons d'apparat vestimentaire, nous avons parfois des jupes en matière végétale, nous avons des jupes en tissu, mais découpées un peu comme si c'était des escaliers. Voilà, le bout en bas est sous forme d'escalier. Nous pouvons avoir un couteau quelque part. Voilà. Nous pouvons avoir, lorsqu'il s'agit de Legba, qui est une divinité de Nesukwe, qui est une sous-divinité, si vous voulez. Oui, le Legba lié à Nesukwe, parce qu'on peut avoir le Legba aussi dans Sagbata. Ok, Legba lié à Nesukwe, vous pouvez avoir un phallus à la main, dans la main plutôt, et puis ils peuvent s'appuyer, sinon le signe véritablement distinctif de leur apparat, c'est qu'ils ont un bâton sur lequel ils s'appuient comme une force. Voilà, comme une force. Nous allons rapidement dire un mot pour finir avec les Nesukwe. Est-ce que leur tenue véhicule un message? On sait déjà que le couteau, c'est pour montrer leur force. Le bâton aussi, c'est pour montrer que c'est leur force sur laquelle ils s'appuient. Est-ce qu'il y a encore un autre message que l'apparat vestimentaire des Nesukwe peut véhiculer? Juste en une minute. Oui, en une minute. Lui, un autre message qu'on pourrait dire, c'est-à-dire quand on prend la tenue de façon générale, on sent beaucoup plus que les Nesukwe sont beaucoup plus en quête de la beauté. En quête de la beauté pour montrer que eux, ils sont toujours propres. Eux, ils sont toujours propres. Les Nesukwe sont toujours propres. La beauté chez eux. Maintenant, quand vous allez voir, il y a les pains que nous portons généralement, que l'on retrouve sur ces divinités-là. Maintenant, il peut arriver que, généralement, le Torosu, ou bien le Legba, ou bien le Harandesi, par exemple, ait voulu transmettre un message particulier. S'il veut transmettre un message particulier, il peut demander à ce qu'on inscrive cela donc sur son apparat vestimentaire. Et quand il vient en scène, alors tout le monde commence par dire oui, voilà, on commence donc par le magnifier pour montrer que le profane que nous sommes, nous arrivons à recevoir votre message et nous le recevons bien. Nous demandons la grâce, nous demandons bénédiction, etc. J'ai oublié, quand je faisais le résumé de tout ce qui est constitutif des appareils vestimentaires du Nesukwe, qu'il y avait aussi le parfum, la bonne senteur. Et l'autre différence, il faut aussi parler des perles. L'autre différence que je semble occulter, j'allais revenir là-dessus. C'est les perles. Les perles chez les Nesukwe sont vraiment perceptibles. On voit, beaucoup de perles. Et beaucoup de kori aussi. Il paraît que les perles ont chaque perle a une force ou chaque perle a un rôle. Chaque perle a une signification, a un rôle. Lorsque vous prenez par exemple le vaudou Torosu, si je sais pas, il y a une image où on a un ensemble de vaudou Torosu avec leur bâton en main soulevé. Si le réalisateur peut nous balancer cela, je vais vous faire la différence entre les vaudous là. Je vais vous montrer le vaudou Torosu entre ces divinités là. Ils sont ensemble sur une photo là avec leur bâton en main. Et quand vous voyez le Torosu, vous allez voir que les pelles qui sont à son cou sont fabriquées beaucoup plus des objets de la mer, parce que c'est une divinité de la mer. Il y a ce qu'on appelle par exemple le Togo, qui est un objet de la mer, mais qu'on retrouve suffisamment en quantité vraiment industrielle au niveau des perles nouées à son cou. Et le Torosu, vous allez voir qu'il y a un chapeau. Sur la tête du Torosu, ce qui n'est pas forcément remarquable chez les autres divinités Nesukwe quand ils sont ensemble. Mais il a aussi le bâton comme les autres et le jupe dont nous parlons. Il a aussi, le bâton et même le couteau dont nous parlons, l'épée dont nous parlons. Le Torosu aussi a cela. Mais là, à part cela, les divinités Nesukwe en général, quand vous voyez au niveau de leurs bras, vous allez sentir qu'il y a autour de leurs bras un ensemble de kori qui forment une corde attachée à leurs bras. C'est le signe distinctif des adeptes de Nesukwe. On ne remarque pas cela différent. On appelle ça abakwe. En langue fon, généralement. Voilà, c'est un signe distinctif chez les vaudous Nesukwe. Ça voudra dire que ça, on ne voit pas ça souvent chez les autres divinités. Voilà. Nous irons rapidement, nous allons parler des Egungun. Voilà. Le temps est en train de partir. J'ai constaté qu'avec le panthéon des Nesukwe, seul on pouvait faire une émission. Oui. Et nous allons parler des Egungun. Il y en a qui parlent de Cloutor, il y en a qui parlent de Revenant et tout le reste. Je crois quand même qu'on va pouvoir reconnaître. Oui. Alors,
c'est là véritablement qu'on remarque la richesse même de l'apparat vestimentaire chez le vaudou. Voilà. Qu'est-ce que vous en dites? Oui. Le Egungun, généralement, il faut dire que ce n'est pas lié, ce n'est pas notre chose, ce n'est pas la chose de Dahomey. Mais le Egungun a été importé chez les Oyo. Parce que c'est la divinité, c'est le Tokyo même des Oyo. Et généralement, quand nos frères se marient avec des sœurs ou bien des femmes de Oyo, ou bien lors de l'esclavage, il y a eu des esclaves qu'on a déportés de là-bas et qu'on a amenés à Dahomey et qui sont des femmes. Quand ces femmes-là meurent, ils réclament les cérémonies sacrificielles de leur origine. C'est cela qui a amené en fait cette divinité chez nous au Bénin ou à Dahomey. Sinon, c'est une divinité beaucoup plus chez les Oyo et donc dans le milieu Yoruba. Alors, lorsque vous voyez cette divinité-là, il y a, au sein de cette divinité, il y a toujours une divinité qui est le chef. On l'appelle généralement le Huito. Et quand vous voyez cette divinité-là, on a un symbole en forme rectangulaire, en forme, je vais dire même beaucoup plus, en forme pavé droit, qui est sur la tête de ce panthéon-là, de cette divinité-là. Et c'est le Huito. Cette divinité-là n'agit pas comme les autres divinités. Voilà le Huito qui est en image. Tout à l'heure, ça vient de partir. Il n'agit pas. Et il ne vient pas comme ça sur scène n'importe comment. Soit il vient en début de cérémonie, de scène, pour transmettre des messages de la famille, pour faire des prières. C'est ça qu'on appelle le Jagba ou... Non, le Jagba est encore différent du Huito. Le Jagba, lui, vient, il peut venir, lui aussi il vient en scène, mais il peut aussi chasser. Mais le Huito, quand ça vient, ça danse légèrement. Ça danse légèrement, ça ne danse pas avec bruit. C'est la sagesse, parce que c'est le chef de famille qui est là. Donc ça danse légèrement et c'est le calme. Et quand le Huito vient en scène, tous les autres Egungun, ça commence par lui faire allégeance et vont s'asseoir. Ils ne montent pas sur scène. Et c'est à son départ maintenant que les autres, ou bien c'est lorsqu'il va quitter la scène pour s'installer quelque part que les autres divinités vont commencer par entrer en scène. Ça fait partie des vaudous les plus sages. Dans la ligne des vaudous les plus sages, on retrouve également le Adé. Le Adé qui est une divinité très dansante. Quand le Adé est en scène, il n'y a pas de bruit, il y a la paix, il y a le calme, tout le monde crie parce qu'il y a la danse. Et vous allez voir que son apparat est fait sous forme de cercle. Fait sous forme de cercle et ça danse beaucoup. Il y a beaucoup plus de manifestations festives en scène. Mais le Huito, il me semble que le Huito ne porte rien derrière et parfois il y en a qui portent des... Oui, ça vous parlez du Agbanon. Il y a le Agbanon qui a un bagage derrière. Je vois un peu, Le Agbanon, sa spécificité, c'est que c'est une divinité qui est beaucoup plus riche en termes d'apparat vestimentaire. Et quand le Agbanon vient sur scène, il fait tout pour montrer sa richesse en termes donc d'apparat vestimentaire. Et lorsque il a envie maintenant de montrer, je vais dire, son côté beaucoup plus, je vais dire, dangereux, il se débarrasse maintenant de cet apparat vestimentaire qui est le Agban, qui est donc le bagage, et se retrouve encore dans un autre apparat vestimentaire plus simple. Et là maintenant, il ressemble un peu à l'apparat vestimentaire du Adé. De Adé ou bien de Akoto, mais il y a une petite différence. Là, vous sentez que ça va bader, ça va chauffer. Et là il demande, cette divinité-là demande spécifiquement sa danse pour vraiment se manifester. Et là, il fait usage, par exemple, d'un épée. Et si tu ne fais pas attention, il peut donc essayer donc de te toucher avec l'épée. Il y en a encore le Tchango. Il y a le Tchango, voilà le Tchango, lui également. Ça c'est quand on prend le Tchango, le Akoto par exemple, et le Alako, ces divinités-là sont les divinités les plus jeunes et se manifestent à travers leur jeunesse. Ils veulent que ça bouillonne, quand ils sont là, ça doit bouillonner. Maintenant, le Akoto, il y a de deux sortes. Il y a le Akoto mâle et le Akoto femelle. C'est le Akoto femelle qu'on appelle par exemple Afedjou. Vous allez voir qu'elle a beaucoup plus l'apparence d'une femme. Elle a par exemple les mèches, les chignons sur la tête. Et quand lui, il vient sur scène, ce vaudon-là, quand il vient sur scène, il n'aime pas chambouler, il n'aime pas faire du bruit. Et les autres peuvent être en train de danser sur scène, mais vous allez le retrouver beaucoup plus là où il y a les femmes.
Et il va se retrouver à beaucoup plus magnifier les femmes, à travailler avec les femmes. Nous n'avons plus assez de temps. Nous allons rapidement conclure avec les Egungun. On constate que les tenues des Egungun, vous allez constater d'ailleurs que c'est des tissus qui sont rares, qu'on ne trouve pas comme ça sur le marché. Vous constatez que c'est souvent très joli. Et il paraît que ça coûte aussi trop cher. Oui, on peut dépenser par exemple sur un seul Egungun des millions, par exemple, pour son appareil vestimentaire. Des millions. Des millions. Et c'est-à-dire qu'il n'y a pas une exigence forte en la matière. Vous allez voir que quand vous prenez un seul AD, vous allez voir différents appareils vestimentaires pour AD. Ça dépend, d'accord, c'est-à-dire de moyens financiers du balai en question qui veut faire cet appareil pour son vaudou qui a réclamé qu'on lui fasse des appareils vestimentaires. Maintenant, quand vous prenez chaque Egungun a son nom Yoruba qu'on ne peut pas révéler parce que c'est lié, c'est seulement connu des adeptes. Voilà. Il y a deux signes distinctifs. Parfois, on voit des cornes derrière, enfin, ce que vous appelez bagages au niveau des Egungun, ou parfois on voit les coris à leur visage. Oui. Est-ce que ça a une signification particulière? Bon, ça n'a pas forcément une signification particulière. Parce que au même moment où vous voyez par exemple les divinités qui ont des cornes par exemple, ça c'est quand vous prenez Tchango, vous avez par exemple qu'on appelle les peaux d'animaux qui sont derrière, qui représentent sa force, c'est-à-dire sa chicotte, c'est cela. C'est l'élément dont il dispose pour chasser les gens sur scène, par exemple. Mais lorsque vous prenez le Agbanon, lui également, le support qui tient ses bagages est également derrière lui. Nous n'avons plus assez de temps, nous allons parler des Sakwata et rapidement quelques signes distinctifs des appareils vestimentaires des Sakwata. Oui, au sein des Sakwata, on retrouve par exemple des vaudous comme, c'est-à-dire le chef, même le vaudou chef dans le panthéon Sakwata, c'est le vaudou Nyokwe-Ananou qui est le panthéon. Et quand ce vaudou-là vient sur scène, on remarque qu'il y a une sorte de pagne bien ficelée sur sa tête. Et il y a aussi une parapluie sur sa tête. Et son gardien, c'est le vaudou Bossou. Son gardien, c'est le Bossou. Et il peut être dans ce qu'on appelle le pont, ce dans lequel on tient une sorte de fauteuil, mais qui n'est pas sur terre, qui est tenu par des individus, qu'on faisait pour nos rois, qu'on appelle le pont. Ce vaudou-là, chef, est souvent dans cet élément-là pour venir sur scène. Maintenant, au sein des vaudous de Panthéon Sakwata, on retrouve d'autres sous-divinités. On peut retrouver par exemple le Zodissi, le Dada Zodi, on peut retrouver le Alokpe et ces divinités-là. Maintenant, quand ces vaudous-là viennent sur scène, ils ont également, les divinités Sakwata ont presque tous les mêmes appareils vestimentaires. À la seule différence, quand le dent lié au Sakwata vient sur scène, on le sent également avec le blanc. Quand le legba aussi vient, c'est avec le phallus et le jupe que j'ai décrit tout à l'heure. Mais le legba aussi peut aussi porter les autres appareils comme les autres divinités Sakwata. Maintenant, il y a une différence qu'on peut faire. Vous allez voir des divinités Sakwata qui ont des chapeaux sur la tête, mais en dessous du chapeau, il y a un tissu blanc qui couronne la tête. Cela voudra dire que ce n'est plus un adepte Rundoté, mais c'est plutôt un Rundjaï. C'est-à-dire, on a déjà fait les cérémonies sacrificielles à cet adepte-là et il est déjà lui-même, il est déjà un adepte digne du nom. Mais les autres qui n'ont pas cet élément-là n'ont pas encore suivi toutes les étapes donc, de cette cérémonie sacrificielle-là. Alors, lorsque vous prenez par exemple cette divinité-là, il y en a qui portent aussi également ce qu'on appelle les avrayas, les jupes qui ont une forme ronde, qu'on remarque chez les divinités. C'est ça surtout qui fait le Sakwata. Enfin, c'est ça surtout qui fait le Sakwata, mais tous les Sakwata ne portent pas cela, n'ont pas cet accoutrement-là. C'est ceux-là qui ont vraiment suivi toutes les étapes-là, qui portent ces appareils-là, ces appareils vestimentaires-là. Maintenant, il y a une divinité qui est particulière. Rapidement, parce que nous n'avons que 30 secondes pour finir. Particulière, qu'on appelle le Dowin. La divinité Dowin, quand vous la voyez sur scène, elle a seulement des coupons qui sont jetés sur les tas d'ordures. Qui sont très sales. C'est l'ensemble de ces coupons-là qui forment ces appareils. Mais pourquoi c'est ça? Voilà. Justement, c'est pour dire qu'elle est très méchante. Ah, ok. C'est la divinité de la variole. Elle est très méchante. Ah, okay. Voilà. Et quand elle entre quelque part, quand ceux qui sont les mauvais, les mécréants dans une famille, quelque part, ceux qui n'ont pas, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas vraiment plus ou moins sains,
lui vient pour établir l'ordre, pour établir la justice. Et il les écarte de la vie pour permettre aux autres de vivre. Et cet apparat signifie quoi? Cet apparat voudrait dire, tout ce que j'ai là, ça me suffit. Je ne veux pas la beauté de quelqu'un, je ne veux pas me faire plaire à quelqu'un. C'est pourquoi je préfère prendre les objets des ordures pour avoir ma coudée. Nous allons faire l'émission. Mesdames, Messieurs, nous n'avons pas la prétention d'avoir parlé de tout, mais nous avons fait ce que nous pouvons. Les appareils vestimentaires du Vaudou, c'est le thème de cette émission Entretien que vous venez de suivre. Comme invité, nous avons reçu pour vous Socrate Obada. Il est docteur en communication culturelle. Il a fait une thèse sur les médias face à la promotion des arts et cultures vaudou au Bénin. Une fois encore, il a partagé avec nous quelques connaissances sur les réalités du Vaudou. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine.